RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, l'heure du journal. Barthélémy Ngom. À la une, les incendies dans les structures de santé, le phénomène devient fréquent et inquiétant. En même temps, les derniers en date ont eu lieu à l'hôpital Fann et à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le professeur Eladjigna demande la mise en place de bons services de maintenance avec des hommes qualifiés pour éteindre le mal. Troisième revue du programme du Fonds monétaire international, le FMI et le Sénégal parviennent à un nouvel accord de financement sur 18 mois. L'enveloppe est fixée à 350 milliards de francs CFA. Parmi les priorités, la vaccination contre la Covid et la mise en œuvre d'un programme d'urgence de soutien à l'emploi des jeunes. Litige foncier à Dougar, ces dernières 48 heures, ce village de la commune de Diamniadio a été le théâtre de violents affrontements entre les populations et les forces de l'ordre. Le maire de Diamniadio, le cœur meurtri, sort de son silence. Mamadou Moulaye Gueye se range du côté des populations. Sa commune n'est mêlée ni de près ni de loin à ce dossier, clame-t-il. Fête des travailleurs le 1er mai, c'est demain samedi. Nous nous intéressons au secteur informel et à la lutte syndicale dans les entreprises. Et puis depuis 2019, il n'y a pas eu de fête de 1er mai à cause de la pandémie de Covid-19 et au moment où la donne change, certains travailleurs ont été licenciés pour des raisons économiques. Ils sont à la maison et donc ne feront pas partie de la fête de demain. Le cœur meurtri, ils se sont confiés à Koumba Sandiane Faye. L'actualité internationale, ce sera avec Georges Déthié Diop, le sport Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Dans la technique de ce journal, Aliouba. Retour d'abord à Dougar. Vous le savez, ces dernières 48 heures, ce village situé dans la commune de Diamniadio a été le théâtre d'affrontements entre les populations et forces de l'ordre. À l'origine, un litige foncier. Les populations s'opposent farouchement à la destruction de leurs maisons par l'entreprise Picop, une société immobilière qui dit détenir 72 hectares des terres du village. L'édile de la commune sort enfin de son mutisme et se range du côté des populations. Mamadou Moulaye Gueye déclare que la commune n'a jamais été associée dans ce dossier. Il est avec Abdou Diouf Diagne. À l'époque, il n'y a pas eu d'assiette immatriculée pratiquement dans Diamniadio. C'est à partir de 2014 qu'on a commencé à immatriculer tous les terrains pratiquement de Diamniadio et pour délivrer délibérément des baux, ça et là. Et ça, c'est une situation extrêmement compliquée, difficile à accepter. Et nous sommes du côté des populations. Ce sont les populations qui nous ont mis là où nous sommes. Impérativement, nous serons toujours du côté des populations. Puisque le président, il est venu à Diamniadio lors d'une inauguration. Je l'ai interpellé publiquement par rapport à cet accaparement des terres de Diamniadio. Et ce jour-là, sa réaction a été bien appréciée par l'ensemble des populations, en tout cas de Diamniadio. Parce qu'il a dit ce jour-là d'arrêter l'accaparement des terres, de cesser les complicités et de laisser les terres de Diamniadio aux populations de Diamniadio. Mais malheureusement, il n'y a pas eu le suivi qu'il fallait et cela, les autorités à pouvoir, à partir de ce problème-là que nous venons de connaître, s'engager sur la voie d'une résolution rapide et définitive du foncier à Diamniadio. C'était donc Mamadou Moulaye Gueye, le maire de Diamniadio, sur ce litige foncier à Dougar. Signalé que les jeunes de la localité Dougar, arrêtés, environ une dizaine, ont été libérés sauf un d'eux. Il est toujours en garde à vue et pourrait être déféré au parquet en début de semaine prochaine. Il est midi passé de 4 minutes. La suite, les incendies dans les structures de santé. Le phénomène devient de plus en plus fréquent et inquiétant en même temps. Les derniers en date ont eu lieu à l'hôpital Fann et à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le professeur Eladjigna demande la mise en place de bons services de maintenance avec des hommes qualifiés pour éteindre le mal. Ces propos, Eladjigna, donc, que nous aurons d'un moment à l'autre, il s'est confié à Awambaye, le professeur Eladjigna, que nous entendrons peut-être avant la fin de ce journal. Controverse autour de la distribution plutôt des fonds force Covid-19 après les Jakartman, les taxis urbains et les artisans s'impatientent. Ils déplorent le mode d'enrôlement et surtout les lenteurs administratives notées dans le traitement des dossiers. Un sujet d'Anna Rocha. Dans le secteur des transports, les taxis urbains, eux aussi, commencent à s'impatienter. Depuis 10 mois, sur 5000 dossiers enrôlés, seuls 1000 ont été effectivement pris en charge à raison de 90 000 francs CFA par taxi. Le président du groupement des taxis urbains du Sénégal dénonce. Modou Sek. Ils ont mis en place une plateforme pour l'enregistrement des dossiers. Nous, on a enrôlé beaucoup de membres, mais ensuite, ils vont revenir nous dire qu'ils ne peuvent pas identifier les taxis sur la plateforme. Donc, il faut envoyer des documents physiques. Alors,
On a envoyé des documents physiques, mais l'information ne passe pas comme avant. C'est ça le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est la lenteur de traitement de dossiers actuellement au niveau de la gouvernance de Dakar. C'est très lent. Si tu vas là-bas, on vous dit qu'il faut attendre que la liste termine pour que vous reveniez pour faire de recours ou bien quelque chose comme ça. Personne n'a rien compris. Les artisans également sont toujours dans l'attente. Sur les 25 milliards qui leur sont attribués, seuls 5 milliards ont été débloqués pour une phase test. Et là encore, il y a beaucoup à redire de l'avis de Moussa Niang, président du Conseil national des artisans du Sénégal. Le premier fonds dégagé, c'est-à-dire les 5 milliards des 25 milliards, les artisans ne l'ont pas encore reçu. Il y avait un processus où on avait ciblé, exemple, 12 000 artisans à Dakar et 50 artisans par région pour une phase test. On avait commencé, mais là, ce processus n'est pas encore terminé. On a noté aussi des dysfonctionnements parce qu'on a noté aussi sur les premiers 5 milliards destinés aux artisans que certains recevaient moins de 100 000 francs, alors que la somme initiale était de 150 000, ce qui suscitait aussi d'énormes interrogations. Pourtant, lors du Conseil des ministres du 7 avril dernier, le chef de l'État avait bien demandé au ministre de l'Artisanat d'accélérer les processus de mise à disposition intégrale des fonds destinés aux artisans. 3 semaines plus tard, c'est toujours le statu quo. Anna Rocha, sur cette controverse qui caractérise la distribution des fonds force Covid-19. Justement, le bilan du jour concernant la Covid, 1280 tests réalisés, 49 positifs, 14 cas contacts, 35 cas issus de la transmission communautaire, 62 patients ont été déclarés guéris, 11 cas graves sont en réanimation, aucun décès n'a été enregistré hier. Nous revenons sur les incendies dans les structures de santé, le phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. Les derniers en date ont eu lieu à l'hôpital Fann et à l'hôpital Magatte-Lô de Linguère. Le professeur El Hadji Niang demande la mise en place de bons services de maintenance avec des hommes qualifiés pour éteindre le mal. Ses propos au micro d'Awambaye. Il faut installer un appareil dans un environnement requis et deuxièmement, il faut de la maintenance préventive. Aussi bien une voiture a besoin de temps en temps vers un garage, un appareil doit être visité régulièrement et les conditions d'installation, l'évolution de l'appareil doit être vérifiée. Et la plupart du temps, c'est des appareils qui prennent feu d'abord pour les conditions intrinsèques dues au courant et par ailleurs les conditions d'installation et de suivi de la maintenance des différents appareils. Vous savez, dans la vie, tout n'est pas question d'argent. L'organisation, la méthodologie est beaucoup plus importante que l'argent. Avec l'argent, on achète un matériel. Mais c'est avec la méthodologie, avec l'organisation, la formation, qu'on utilise l'appareil, qu'on également prévient les dangers liés à l'appareil, au fonctionnement de l'appareil. Et habituellement, nous, on ne parle que d'argent. Mais l'argent n'est pas le nerf de la guerre. C'est l'homme le nerf de la guerre. C'est pas important de dire que nous avons acheté un appareil. Mais est-ce que nous l'avons installé dans les conditions requises? Toute installation doit respecter d'abord les prérequis de l'installation. Et au cours de la vie de ce matériel installé, il y a une maintenance préventive. Et dans les lieux également, il y a certaines garanties de sécurité. Le professeur El Hadji Niang donc sur ces incendies qui deviennent de plus en plus récurrents au niveau des structures de santé au Sénégal. Une caravane médicale marocaine est au Sénégal depuis quelques jours équipée d'un scanner moderne. Cette caravane initiée par la société marocaine Metec Diagnostic, une filiale du groupe M21 Holding, vise à améliorer l'accès à des services de soins de qualité. Les hommes d'affaires marocains qui sont derrière cette initiative annoncent d'ailleurs plusieurs investissements dans le secteur de la santé au Sénégal. Azedine El Meskouri, un d'eux, interrogé par Khadim Baye. La caravane avait marqué son départ le 21 mars 2021 au poste frontière de Guergueret au sud du Royaume du Maroc, muni d'un scanner de dernière génération monté sur camion à destination de pays africains frères. Les 2 premières étapes, à savoir la Mauritanie et la Guinée-Bissau, furent un véritable succès et profitèrent à plus de 1000 patients. Le Sénégal marque donc la 3e étape de cette caravane qui a été gratifiée par la remise de la Palme d'Or de la part du président de la région de Kaolack. Plus de 300 patients pourront bénéficier de cette opération citoyenne, fidèle aux valeurs marocaines et s'inspirant des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a mis l'Afrique et son développement à la tête de ses priorités internationales. Perspective d'avenir, le groupe Metec Diagnostic va ouvrir une filiale au Sénégal dans les mois qui suivent. Nous comptons en faire un hub régional pour couvrir au moins 5 pays.
en créant de la valeur et en assurant un transfert de compétences pour développer une expertise locale et pour contribuer au développement du secteur de la santé conformément à la vision de son Excellence le Président Macky Sall. RFM 94.0, la radio en puissance. La fête des travailleurs, le 1er mai, vous le savez, c'est demain samedi. Le secteur ou les travailleurs du secteur informel disent ne pas se sentir concernés par cette fête. Malgré tout, ils vont suivre ce qui va se passer à travers les médias, bien sûr. Pour certains, le gouvernement doit penser davantage au secteur informel. Reportage Salimata Aou. Dans ce garage, Aliou, tout en sueur, s'affaire à rendre les voitures toutes propres. Laveur de voitures, il dit ne pas être concerné par le 1er mai. Il travaille du lundi au dimanche. Plus loin, Mustapha, lui, est concentré sur son téléphone. Il va prendre quand même une pause pour jeter un coup d'œil à la télévision. Mais au fait, liggéeykat yi la amul loo xamante ni revendication la booy wax. Liggéey bi ñu ngi si kawam góor muy daan rek sant Yàlla. Pour Souleymane, l'État doit penser au secteur informel. Le manque de financement pousse souvent certains à abandonner. Boko bañé liggéey boko liggéeyul sa normalement yaakaar naa ci ay yu melni ay contrat yow dañ la ko wara fay. Wa ñun loolu ki wuñ ko sax bokku ci suñu ay programme. Wa té yeen war ngeen ci japp nak yeen journalistes yi ñen divulguer yu melni La fête du travail qui sera célébrée demain est à la limite minimisée par ce secteur. Ces travailleurs disent ne pas compter sur l'État. Donc pour eux, cette fête ne peut que leur être indifférente. Salimata Aou, à la veille du 1er mai, donc, nous nous intéressons au syndicalisme dans les entreprises. La question est de savoir si les travailleurs sont bien défendus. Nous avons posé justement cette question à un spécialiste de la question, le professeur Khalidou Diallo. Vous allez le voir, sa réponse est sans embâche. La lutte syndicale, dit-il, est en train de perdre du terrain chez nous comme partout dans le monde. Mohamed Ali Mouba. D'emblée, le professeur Khalidou Diallo pose un problème d'unité dans l'action syndicale. Je pense qu'au niveau des syndicats de l'enseignement, par exemple, le syndicat représentatif dialogue seul et les autres sont exclus, même des contacts avec le gouvernement parfois. Je ne sais pas si vous avez suivi aux États-Unis récemment, il y a eu des élections dans l'entreprise Amazon où il y a eu un référendum où les travailleurs ont rejeté la création de syndicats. Vous voyez, c'est très important. Bien sûr, aujourd'hui, les syndicats sont concurrencés et pas de mécontents à la base. Historien de formation, l'enseignant-chercheur note que les élections de représentativité ont permis de connaître les grands syndicats du pays. Mais ça n'a pas pour autant réglé le problème de la lutte en elle-même. Je pense que les centrales syndicales, de façon générale, sont unies. C'est-à-dire les élections de représentativité syndicale ont renforcé l'unité syndicale, mais n'ont pas renforcé la division. Et c'est vrai qu'au niveau central, au niveau national, on ne sent pas la lutte de l'époque où des syndicats marchaient en grève, organisés de pression sur l'État. Je pense que la charte de ce dialogue social a prévalu pour le reste. Tandis que les autres syndicats de base, comme si je prends les enseignants, les élections de représentativité, on peut renforcer la division. L'objectif, c'était de choisir les syndicats les plus représentatifs qui vont faire le dialogue social, c'est tout à fait normal. Mais la gestion des syndicats qui ont perdu du minoritaire a poussé ces gens à se regrouper dans le G20, dans d'autres organisations syndicales et de mener une lutte parallèle. Et ce qui fait que, vous voyez, la division syndicale s'est renforcée. Bien que le syndicat majoritaire du G7 discute avec le gouvernement, essaie de négocier. Conséquence, les travailleurs ont l'impression de n'être pas suffisamment défendus. Compte tenu du contexte, la satisfaction n'est pas toujours présente et ce qui fait que les mécontents en profitent pour désorganiser le mouvement. Au finish, on a l'impression qu'il y a des syndicats patrons, des syndicats privilégiés et qui rappellent un peu ce qu'on appelle la participation responsable. Pour ne rien arranger, le mouvement syndical est débordé aujourd'hui par les mouvements sociaux, la société civile notamment, qui semble prendre mieux en compte les préoccupations des travailleurs, selon professeur Khalidou Diallo. Depuis 2019, il n'y a pas eu de fête du 1er mai à cause de la pandémie de Covid-19. Et au moment où la donne commence à changer, certains travailleurs ont été licenciés, envoyés au chômage pour des raisons économiques. Ils sont à la maison et donc ne feront pas partie de la fête de demain. Le cœur meurtri, ils se sont confiés à Koumba Sanyan Faye.
Ça va faire 2 ans aujourd'hui que cette fête ne sera pas fêtée comme avant. Parce que quand on parle de la fête du travail, c'est pour les gens qui travaillent. Ils sont 2 employés de 2 hôtels mis en chômage technique depuis l'année dernière, en pleine crise de coronavirus. Ils sont aussi délégués. C'est ce que Véronique Ndour et Gaston Diatta ont en commun. Véronique travaillait à l'hôtel King Fahd Palace. Elle n'est plus en service depuis 14 mois. Elle est restée 2 ans sans savourer les festivités du 1er mai. Certes nostalgique, mais elle n'a vraiment pas le cœur à la fête. À notre niveau, le King Fahd, ça fait 2 ans. C'est pas fêté. Nous, les délégués, on est en chômage technique. Donc, la majeure partie des délégués sont en chômage technique. Il y a 76 pères et mères de famille qui ont été licenciés et qui ont perdu leur boulot. Donc, ce sera un 1er mai beaucoup plus difficile. Gaston Diatta, lui, après 11 ans à l'hôtel Ngor Diarama, il va devoir fêter ce 1er mai à la maison, même s'il a le cœur au travail. Donc, quand on est à la maison, vraiment, on pense plus à retrouver nos postes de travail qu'à fêter. Mais comment ces 2 travailleurs, aujourd'hui à la maison, passaient la fête du travail avant la pandémie? Ils se rappellent encore. En 2019, on l'avait fêté avec les travailleurs. Après le défilé du 1er mai avec les centrales, on se retrouvait avec les travailleurs, discuter, faire la fête, se retrouver en famille. Mais c'est dommage qu'encore cette année, ça va pas se faire. Donc ça se faisait dans la grande famille, c'est les délégués seulement. On partait au défilé au niveau de la place de l'Obélisque. Véro et Gaston gardent tous l'espoir de regagner leur poste dans un avenir proche. Et que nous espérons que cette pandémie sera derrière nous et qu'en 2022, on aura un 1er mai meilleur. Bonne fête, dit Gaston à ses anciens collègues, toujours en service. Nous les disons bonne fête, 1er mai, et courage que c'est juste passager, que les choses vont rentrer dans l'ordre le plus tôt possible. Ah oui, c'est dur. Un reportage donc de Koumba Sandiane Faye, ces travailleurs licenciés envoyés au chômage pour des raisons techniques et qui ne vont pas participer donc à la fête du 1er mai. Et bien sûr, ils souhaitent bonne fête à leurs anciens collègues. Il est midi passé de 18 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, 3e revue du programme du Fonds monétaire international, le FMI et le Sénégal donc qui parviennent à un nouvel accord de financement sur 18 mois. L'enveloppe est fixée à 350 milliards de francs CFA. Parmi les priorités, la vaccination contre la Covid et la mise en œuvre d'un programme d'urgence de soutien à l'emploi des jeunes. Seydou Nourouba. C'est avec les autorités du FMI que celles sénégalaises ont signé un accord relatif aux mesures économiques et financières devant permettre l'approbation de la 3e revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique. Il s'agit d'un montant d'environ 650 millions de dollars, soit 350 milliards de francs CFA. Et c'est sur une période de 18 mois. Les priorités budgétaires pour la période 2021-2023 ont été revues et c'est pour tenir en compte la conjoncture économique moins favorable, soutenir la campagne de vaccination contre le Covid-19, mais aussi mettre en œuvre un programme d'urgence de soutien à l'emploi des jeunes. Les 2 parties ont estimé que la pandémie de Covid-19 a durement affecté l'économie sénégalaise en 2020. La croissance économique est tombée à 1,5% contre 4,4%. En 2019. Seydou Nourouba, le chômage endémique des jeunes en Afrique et la crise sanitaire, vous l'avez dit, qui est venue compliquer davantage la situation dans beaucoup de pays africains. Magatte Wade, ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement, recommande aux gouvernants de mettre en place des stratégies adaptées. Dans son livre intitulé « La BAD », réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté, le maire de Ngaye Mékhé souligne que les dirigeants africains auraient pu financer un centre international africain de protection de vaccins pour lutter contre la Covid-19. Cheikh Anta Diop. Magatte Wade, le maire de Ngaye Mékhé, est auteur de ce livre, La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. Ce livre raconte mon vécu professionnel au sein de la Banque africaine de développement. J'ai vécu ces institutions, malgré les multiples efforts
les réformes, tout ce qui a été entrepris pour s'ajuster à la lutte contre la pauvreté sur le continent n'ont pas réussi de Paris. Après de multiples réformes et des séries de restructurations et d'ajustements, il faudrait peut-être oser repenser ces structures et repartir sur de nouvelles bases carrément. Repartir sur de nouvelles bases, c'est ce que propose cet ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement. Des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, c'est la pauvreté. Un jeune qui se lève qui n'a pas 100 francs, mais c'est la pauvreté. Il ne faut pas qu'on dise la pauvreté pour enrichir une classe et laisser les autres. Que ce soit mon pays, que ce soit un autre pays, il faudrait que les dirigeants aient le courage des réformes courageuses. Sinon, ce sera du cosmétique. Si vous prenez le Covid-19, la BAD aurait pu financer un très grand centre international de production d'un vaccin africain. Mais il vous dira non, ce n'est pas ma mission. C'est la mission de l'OMS. Est-ce que l'OMS, c'est une institution africaine? Il y a eu l'Ebola. La BAD pouvait mettre des moyens, c'est l'OMS. Et parfois même, tu as l'impression que ces maladies sont utilisées pour nous anéantir. L'Afrique a toutes les ressources du monde. Nous avons des terres arables, nous avons suffisamment d'eau, le soleil, nous avons les hommes. Qu'est-ce qui nous reste? C'est des stratégies de développement adaptées à notre réalité, pensées par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce livre est paru aux éditions L'Harmattan à Paris. Le maire d'Ngaye Mékhé Maguette a procédé au lancement. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Après 3 années d'existence, le Promise sort enfin ses premiers financements. L'acte 1 profite à Kaolack. Un chèque de 200 millions de francs CFA sur la table. La convention a été signée avec la Chambre de commerce. Fatou Diané, la coordonnatrice du Promise sur ce retard dans les financements, explique qu'il fallait d'abord préparer le terrain, les acteurs et les institutions financières sur ce nouveau système. Elle est au micro d'Ibrahima Diamé. Dans la convention qui lie le Sénégal et la BID, on a bien dit qu'il faut signer des conventions avec les SFD de petite taille. Nous sommes aujourd'hui avec la mutuelle de la Chambre de commerce parce que c'est la seule mutuelle qu'on a. C'est en tout cas une des mutuelles qu'on a trouvées au niveau de Kaolack pouvant exécuter normalement le programme. Parce qu'on a étudié les chiffres et comme l'a dit le président Serigne, ils ont signé pas mal de conventions. Le remboursement se passe dans les meilleures manières et donc on se dit, si on les met dans le cadre de la fin islamique aussi, ils pourront rembourser rapidement. En termes de statistiques, vous avez eu à toucher combien de Donc on a commencé à signer les conventions pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Donc on a aujourd'hui signé autour de 18 milliards, 20 milliards maximum avec les mutuelles. On est en démarrage aussi. On n'a pas encore financé réellement. Là, la signature de la convention marque le démarrage effectif du financement. On a signé aujourd'hui avec 200 millions avec la mutuelle de la Chambre de commerce. Mais ces 200 millions s'ajoutent aux conventions signées avec les autres SFD qui sont présents au Kaolack. C'était donc Fatou Diané, la coordonnatrice du Promise, direction la Casamance. La Casamance qui se lance dans les préparatifs de la campagne de commercialisation de l'anacarde. Les acteurs de la chaîne de valeur et les structures d'accompagnement se sont rencontrés à cet effet à Ziguinchor pour peaufiner des stratégies. Parmi les grandes décisions issues de la rencontre, il y a la nécessité de relever l'enveloppe de financement de la DER de 12 à 15 milliards de francs CFA. Une requête validée, séance tenante par le délégué général de la DER, Pape Amadou Sarr. Il s'appelle, ses propos au micro de Lamine Ba. Permettre aux collecteurs de travailler en relation avec les commerçants et permettre aux commerçants et aux exportateurs d'avoir des ressources conséquentes, importantes, qui leur permettront d'acheter la noix de cajou dans de meilleures conditions, à de bons prix, pour pouvoir les exporter. En plus de cela, nous allons mettre en place des magasins pour le stockage, des capacités de 2000 à 3000 tonnes par région, entre Ziguinchor et du Kolda pour atteindre les 6000 tonnes dans l'année. Et aussi, nous voulons implanter des unités de transformation modernes qui vont permettre justement à ces acteurs d'avoir de quoi vraiment transformer la noix de cajou dans de bonnes conditions et pouvoir exporter la noix transformée qui a plus de valeur ajoutée que la noix brute. Alors cette année, nous avons prévu en moins 15 milliards de francs CFA selon la demande du cadre de concertation de Ziguinchor et du Kolda. Et s'il faut faire plus, nous allons faire plus parce que nous avons des partenaires bancaires, aussi bien la BNDE, le Crédit Mutuel du Sénégal, PAMECAS, Ecobank et la LBA qui sont prêts à nous accompagner avec un système de garantie que nous allons mettre en place pour que véritablement, dans les 2 semaines à venir, les gens commencent à travailler. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Deki-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Une mission de l'Union africaine au Tchad depuis hier. L'Union africaine doit examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Pendant ce temps, des combats opposent l'armée aux rebelles du FACT dans la zone de Nokou, en Arusha.
Cette mission de la Commission de l'Union africaine est prévue pour durer 7 jours. Selon un communiqué de l'Union africaine, elle doit examiner les stratégies qui pourraient faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Les enquêteurs doivent ensuite remettre leurs conclusions au Conseil de paix et de sécurité de l'organisation pour, je cite, examen et décision. La mission d'enquête est arrivée hier jeudi à N'Djamena au moment où des combats ont opposé militaires et rebelles dans l'ouest du pays. L'armée assure avoir mis hors d'état de nuire une colonne de rebelles, mais annonce par contre le crash de l'un de ses hélicoptères en raison d'une panne technique. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Conseil militaire de transition, daté d'hier jeudi également, et cité par plusieurs médias internationaux. Pourtant, les rebelles du FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, affirment eux avoir détruit l'hélicoptère en question. Depuis le début des combats entre l'armée tchadienne et les rebelles du FACT, à la suite du décès d'Idriss Déby, 300 combattants auraient été tués et plus de 240 autres arrêtés et déférés au parquet de N'Djamena, selon une source judiciaire. Ce matin, l'armée a annoncé avoir lancé une contre-offensive dans le Kanem. L'assassinat de 3 ressortissants occidentaux au Burkina Faso en début de semaine, l'Espagne demande à ce que les responsables soient vite identifiés. Selon le ministre espagnol des Affaires étrangères, le gouvernement demande aux autorités du Burkina Faso d'enquêter sur les événements, de les clarifier, d'identifier les responsables afin qu'ils soient traduits en justice. Arantxa González Laya souligne qu'ils ne veulent pas que des événements comme celui-ci soient oubliés ou restent impunis. Arantxa González Laya s'exprimait lors de l'arrivée ce matin des corps des 2 journalistes espagnols ainsi que du défenseur irlandais de la faune. Il réalisait un documentaire sur le braconnage lorsque leur convoi est tombé dans une embuscade. En Côte d'Ivoire, la sœur de Laurent Gbagbo et 5 autres cadres du FPI, le Front patriotique ivoirien, attendus à l'aéroport d'Abidjan aujourd'hui. Ils étaient en exil au Ghana depuis 10 ans. Leur retour est rendu possible par des négociations entre les gouvernements ivoiriens et ghanéens, chapeautés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au Bénin, Patrice Talon va quitter le pouvoir en 2026 dans un entretien accordé à France 24 et RFI. Il a écarté fermement toute intention supposée de vouloir changer la Constitution afin de pouvoir faire un 3e mandat. Est-ce que le Bénin ne fait pas la différence depuis un moment? Quand vous observez le Bénin, vous ne voyez pas que ça se passe autrement, les choses ici? Est-ce que cette phrase-là, quelqu'un l'a jamais mis dans une constitution? Est-ce que déjà, pourquoi vous ne reconnaissez pas déjà l'importance d'une telle phrase qui règle le problème des constitutions nouvelles, compteur à 0, 3e, 4e, 5e mandat? Ce sera ainsi, personne ne changera cela. En tout cas, ce ne sera pas moi, ni à mon initiative, et je ne pense pas que les Béninois changeraient. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Et c'est pour ça que nous avons fait ça, pour éviter toute tentation de nouvelle constitution devant entraîner une remise à zéro des compteurs. Parce que ne pas le faire, ça nous a empêchés de faire même des retouches techniques à la constitution, par peur que cela ne soit évoqué par quelqu'un pour s'éterniser au pouvoir. Donc c'est votre dernier mandat? Bien sûr. Premier juré. Tout à fait. En 2026, Patrice Talon ne sera pas candidat. Monsieur Babouvier, Dieu nous prête longue vie et bonne santé pour que nous puissions ensemble constater cela. C'était donc Patrice Talon qui s'écarte du pouvoir. Il ne fera pas un 3e mandat. En Israël, Georges, une bousculade lors d'une fête religieuse a fait des dizaines de morts. Un pèlerinage juif orthodoxe au mont Menon dans le nord d'Israël a tourné au cauchemar. Au moins 44 personnes décédées. Les circonstances exactes qui ont mené à cette géante bousculade n'étaient pas encore claires ce matin, mais un secouriste sur place dit avoir vu des hommes être écrasés et perdre conscience. Au début, les secouristes avaient évoqué l'effondrement de gradins pour expliquer ces blessés avant de parler d'une bousculade géante. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu sur les lieux. Dans un tweet, il a fait état
de l'une des plus graves catastrophes qui ait frappé l'État d'Israël en Palestine. Le président Mahmoud Abbas a reporté les élections législatives. Il a différé le scrutin prévu le 22 mai à une date indéterminée. Le président Abbas exige qu'Israël autorise le vote des habitants de Jérusalem-Est annexé par l'État hébreu. Un report qui a provoqué des manifestations à Ramallah. Plusieurs centaines de Palestiniens se sont rassemblés hier soir pour réclamer le maintien de ces élections qu'ils attendent depuis 15 ans maintenant. 15 ans. Merci beaucoup, Georges Déthié Diop, 12h30. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy. Le championnat national de foot débute ce week-end. Avec la fin de la trêve intersaison, ce championnat donc qui va reprendre avec la 14e journée, coïncidant avec le premier match de la manche retour. Casa Sports de Ziguinchor, Teungueth FC constitue l'attraction, mais dès demain, 2 matchs sont au programme. Sodadia. Leader avec 24 points et 2 longueurs d'avance sur son dauphin, Teungueth FC entame cette manche retour avec un choc contre l'équipe Fagnon de Ziguinchor. Le club rufisquois, qui compte également 2 matchs retard, va vers une rencontre difficile, vu que le Casa Sport, classé 8e, est invaincu à domicile et n'a pas de défaite depuis 4 matchs. L'AS Douane, 2e au classement et qui lorgne le fauteuil, sera également en déplacement à Thiès pour affronter Ceneps. Génération Foot, classé 3e, va tenter de renouer avec la victoire après 4 nuls face à l'US Gorée qui est dans la zone rouge. Mais attention à Génération Foot car les insulaires ont enchaîné 3 matchs sans défaite. Le 4e au classement Jambar, qui compte le même nombre de points que Génération Foot, voudra aussi retrouver le chemin de la victoire après 3 nuls et 1 défaite. Jambar va affronter le dernier au classement Niaritali. D'ailleurs, c'est cette rencontre qui va marquer le début de la manche retour de la Ligue 1 demain samedi et le match entre Dakar Sacré-Cœur et Stade de Mbour. Le 5e au classement, l'AS Pikine, qui a les yeux fixés sur le podium, va recevoir le Ndjambour de Louga avec son nouvel entraîneur Sidat Sarr, qui sans nul doute va essayer de démarrer avec une victoire à l'occasion de cette 14e journée. Vous l'avez sans doute constaté avec Sodatiam, les clubs africains que sont Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar ne sont pas ont des matchs en retard, hein, notamment le Jaraaf qui ne va pas jouer demain, mais Teungueth FC a quelques matchs en retard et en vue de la manche retour, ces 2 formations vont tenter en tout cas de jouer et cela sera programmé pour plus d'équité. En tout cas, notre confrère de Walf FM, Cheikh Tidiane Gomis, demande à la Ligue sénégalaise de football professionnel de mettre à jour le calendrier dès à présent, avant même de se projeter vers la seconde phase de la saison. On l'écoute. Avant d'entamer la phase retour de la Ligue 1, on doit jouer les matchs retard de la phase aller. C'est ça la logique. Et cela permettra de déterminer sans calcul le champion à mi-parcours. À ces moments précis, toutes les équipes auront 13 matchs. Et maintenant, on peut attaquer la phase retour. À partir de ce moment, l'éthique sportive ne sera pas bafouée. Par contre, si on veut démarrer la phase retour alors qu'il y a des matchs retard, comme c'est le cas actuel, car il y a 4 matchs retard pour le compte de la phase aller, et on veut attaquer les phases retour. Le Teungueth Football Club, 2 matchs retard. Jaraaf, 2 matchs retard. Pourquoi se précipiter? La Ligue Pro avait le temps de jouer, d'épuiser ces 4 matchs. Et maintenant, d'attaquer la phase retour. Et là, il n'y aura pas de problème. Et moi, je pense que c'était ça la logique. Mais malheureusement, nous avons affaire à des incompétents qui gèrent notre football professionnel. Ils refusent de se départir de leurs habitudes d'amateurs. Alors, ils gèrent le professionnalisme. Et cela ne tend pas à la crédibilité de notre football professionnel. Il y a danger. C'est pas comme ça qu'on gère. Des amateurs ne peuvent pas gérer des choses, des activités, une activité professionnelle. C'est ça aujourd'hui le problème de notre football. On est ancré dans nos habitudes d'amateurs. Et nous nous intéressons au Jaraaf de Dakar qui connaîtra tout à l'heure à partir de 13h son prochain adversaire en quart de finale de la Coupe de la CAF. Le tirage au sort qui se déroule au Caire, tout comme le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, Teungueth FC n'est plus concerné
pour avoir été éliminé dès la phase de groupe. Début dès ce soir, cher Tidiane, en Europe, de quelques rencontres de championnat. Et nous démarrons avec la première ligue anglaise qui est à sa 34e journée, une rencontre au programme. Et c'est Leicester, 3e au classement, qui se rend à Southampton. Leicester qui veut consolider cette place en suivant les pas de Manchester City, leader, et de Manchester United qui occupe la 2e place au classement. En France, c'est la 35e journée ce soir 19h au Vélodrome, l'Olympique de Marseille qui va accueillir le Racing Club de Strasbourg. En Espagne, 34e journée, 19h ce soir, Celta Vigo contre Levante. À noter qu'hier, l'FC Barcelone a raté le coche après avoir concédé une défaite inattendue face à la formation de Grenade, alors que l'FC Barcelone avait juste besoin d'une victoire pour avoir son destin en main et occuper en même temps la première place au classement de la Liga espagnole. Barça pour toujours revenir, cher Tidiane. Merci beaucoup, merci cher. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous... Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronicorp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronicorp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La presse du jour lue commentée par Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Le pire évité de justesse à l'hôpital Fann, du feu au service de réanimation de la Covid-19 de Fann. Cela s'est passé il y a quelques jours là-bas. Le journal Observateur ne donne pas de date, mais se fait fort de relever qu'on a frôlé le pire. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour maîtriser très rapidement le feu. Les patients qui étaient hospitalisés ont été transférés en urgence dans d'autres structures. Mon confrère soutient que l'omerta y règne. N'eût été le courage de certaines blouses blanches qui ont tenu à rompre le silence sous le bénéfice de l'anonymat, bien sûr. Peut-être qu'on n'allait rien savoir de tout cela. Elles affirment être dans l'alerte, surtout depuis lors que la direction de l'hôpital n'a pas encore procédé aux réparations des dommages et que les autorités ne parlent que du drame de Linguère. Il y a beaucoup de bouteilles de gaz dans le service et leur explosion ferait d'énormes dégâts. Le journal L'Observateur en profite d'ailleurs pour se pencher largement sur ce qu'il appelle la culture de la non-sanction à l'origine de tous les maux au Sénégal, de l'accident du bateau Le Joola en 2002 à l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Maguello de Linguère. Les drames se répètent avec leur lot de morts, des enquêtes sont ouvertes et puis plus rien. Un anthropologue explique, professeur Ibrahima Niang affirme, c'est parce que dans nos cultures, tout relève de la volonté d'Allah. On peut faire des autopsies verbales pour voir ce qui a causé la mort, pour éviter la reproduction du phénomène, mais en le faisant, on ne cherche pas à sanctionner, mais à éviter que d'autres morts s'en suivent. Car à chaque fois que l'harmonie est rompue, cela peut se traduire par d'autres accidents, d'autres morts. Fin de citation. Mais apparemment, Diouf Sarr, lui, est décidé à sanctionner les médecins qui refusent de rejoindre leur poste. Ces derniers, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, verront une procédure non seulement de remboursement des frais de spécialisation payés pour eux par l'État du Sénégal, mais aussi une procédure administrative adaptée à leur refus de ne pas prendre service, comme c'est le cas de l'hôpital de Kolda. Diouf Sarr confie à l'Observateur les bases légales de pareilles procédures. Suppression du parrainage exigée par une décision de la CEDEAO, l'État du Sénégal répond à la Cour de justice, titre Vox Populi. Ce parrainage, affirme Oumar Gueye, ministre porte-parole du gouvernement, ne tombe pas du ciel. Il a une base légale. Tous les systèmes démocratiques au monde ont leur filtre pour les élections. Pour le journal Tribune, le Sénégal prend ses licences avec la CEDEAO. Professeur Ismaël Madior Fall va plus loin. Dans le journal Le Soleil, il dépaisse l'arrêt rendu. L'enseignant-chercheur et par ailleurs ministre d'État auprès du président de la République révèle l'abandon total par la Cour de sa jurisprudence et 3 erreurs de droit qui envicient la teneur juridique. Elle a statué ultra viré et se contredit dans l'arrêt Karim Wade et elle a estimé que la restriction était légale
et nécessaire et de dire que cette dérive de l'office du juge communautaire sur le champ de l'opportunité devrait être arrêtée. Le Sénégal doit au plus vite l'arrêter. Le Soleil publie in extenso son réquisitoire. En tout cas, selon le journal Les Échos, la Cour estime que le parrainage n'a pas un caractère discriminatoire, mais il constitue une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat. Abdelatine déplore le seuil très élevé de parrainage qui exclut les 2/3 des partis politiques. Les avocats de l'État du Sénégal ont soulevé l'incompétence de la Cour. Titre du journal, la Cour de justice de la CEDEAO souffle le chaud et le froid. Confection des cartes d'identité CEDEAO, protection des données des électeurs par la DAF, autopsiée par la mission d'audit du fichier électoral. Le journal Source.A pointe un réquisitoire sec. Mon confrère note que les membres des commissions administratives n'ont pas l'expérience pour vérifier l'authenticité d'un extrait de naissance. Dans leur pré-rapport, les auditeurs dénoncent l'enregistrement sur les listes électorales avec un récépissé de demande d'une carte CEDEAO. Les données personnelles des électeurs stockées dans la machine par la DAF ne sont pas protégées non plus. Libération revient ce matin sur l'affaire d'Engler et nous dit que le feu couvre là-bas. Descente musclée de 6 paysans dans l'exploitation de Babacar Ngom. Le patron de Sédiment est en train de remonter la tension selon le confrère. Bonne lecture à tous.